Mesdames, Messieurs, pour la quatrième présentation de préparation aux examens du brevet, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Elisa Stittelmann pour la résolution d'un problème sur les Suisca PRPC. Elisa Stittelmann est experte en financial controlling, expert réviseur. Elle dispense notamment des cours de formation portant sur le thème de ce soir. Je précise que cette présentation est enregistrée et sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Je précise également qu'en raison du nombre de participants, il ne sera malheureusement pas possible de répondre à vos questions. Je vous remercie d'avance de votre compréhension. J'espère que ce séminaire vous aidera dans votre préparation et vous souhaite d'ores et déjà plein succès pour votre avenir. Elisa, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Yvan. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, il était question d'un examen à faire en 35 minutes. Il avait trois problèmes. On va commencer par le premier. Le premier problème concernait la RPC 22, qui est le contrat long terme. Il était question d'un prestataire qui s'appelait Hightech Machinen, qui produisait une ligne de production pour son client Bosch e-Bike Motoren. Et puis, on nous donnait quelques autres indications. Ici, le chiffre d'affaires en KCHF 2400, les coûts cumulés 1320, les acomptes cumulés reçus 1500 et les coûts totaux in fine prévus pour la fin du contrat 2200. On va faire le problème A ensemble. Dans le problème A, on nous demandait d'évaluer à la méthode cost-to-cost du degré de fabrication. C'est le degré d'avancement qu'on calcule sur les charges. Et ceci au 31 décembre 2001. On nous indiquait que dans cette phrase ici, notre client ne peut pas prétendre à une rétrocession sur les acomptes. Ça veut dire qu'on peut netter les acomptes dans l'actif. Et c'est pour ça que, au niveau du bilan, on nous proposait un seul compte et non pas un compte d'acompte reçu au passif, par exemple. Et puis, il y avait la petite phrase complémentaire qui nous indiquait les acomptes ne sont pas inscrits au bilan, donc c'est ce dont on vient de se parler, mais figurent dans l'annexe. C'était une petite peau de banane. Il fallait comprendre que les acomptes ne sont pas inscrits séparément au bilan, donc il fallait les netter au niveau de l'actif. Alors, comment on calcule ces montants? Personnellement, j'ai fait un tableau que je vais vous copier-coller. Voilà. On se situe au 31 décembre 2001. Donc, on est sur cette deuxième ligne, la deuxième année. On avait des coûts totaux de 2200. Et puis, la première étape, il s'agissait de calculer le degré d'avancement cumulé. On savait que les coûts totaux à la deuxième année étaient de 1320, donc divisé par 2200, ça nous donnait un degré d'avancement de 60%. Le chiffre d'affaires total contractuel 2400, il n'a pas changé entre l'année dernière et cette année. Et ceci nous permettait de calculer l'actif, donc les travaux en cours cumulés avant acompte. Pardon, pas encore l'actif net, juste les travaux cumulés avant acompte. Donc 2400 fois 60%, 1440. Ça, c'était le brut. Et ensuite, il s'agissait de soustraire les 1500 d'acompte qu'on avait reçus jusqu'ici. Ça nous donnait donc 1440 moins 1500, les moins 60, qui est donc notre contrat à long terme net des acomptes reçus. Donc, on obtenait ce premier chiffre de moins 60. Ensuite, on venait calculer les produits annuels. Donc, les 1200 ici. On savait qu'on avait 1440, c'est le même chiffre que tout à l'heure.
moins les 240 qu'on a déjà inscrits au compte de résultat l'année dernière, ça nous donnait 1200. On avait donc 1200 de produits pour cette année. Et pour les charges annuelles, 1320, c'est la totalité des coûts qu'on avait jusqu'à maintenant, moins les charges qu'on avait déjà comptabilisées l'année dernière, ça nous donnait 1100. Je vais passer au problème B. Pour le problème B, on est toujours chez le prestataire et on nous demandait ce qu'on devait indiquer dans l'annexe, mais en tenant compte que les principes de présentation des comptes étaient déjà mentionnés. Pour pouvoir remplir ceci, il faut se référer à la RPC 22, c'est le paragraphe 8, que je vais vous copier ici. Comme ça, on va pouvoir le regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que nous dit le paragraphe 8 de la RPC 22? Le paragraphe nous dit qu'on doit mentionner les principes. Alors, ceux-là, on ne va pas les donner étant donné qu'ils sont déjà dans les comptes annuels. Ensuite, la méthode. La méthode de détermination du degré d'avancement selon POCM, et c'est ce qu'on fait ici. Méthode de détermination du degré de fabrication cost to cost. Si vous avez mis POCM ou degré d'avancement, ça convient aussi. Ensuite, la deuxième mention, c'est le montant saisi durant la période comme chiffre d'affaires. Par là, on comprend les produits. Donc, ce sont les produits qu'on a calculés tout à l'heure pour 1200 cas. Ensuite, les deux mentions en bleu, on ne les mentionne pas ici. Pourquoi? Parce que les coûts d'engagement portant intérêt éventuellement portés à l'actif de manière dont ils ont été déterminés, c'est en fait si on avait fait un emprunt ou une ligne de crédit spécifiquement pour financer ce contrat à long terme. Ici, dans la donnée, on n'a pas mention d'emprunt spécifiquement, donc on n'est pas obligé de le mettre. Et ensuite, la deuxième mention en bleu aussi, on ne la met pas, c'est les postes spécifiques. Étant donné, par exemple, ici qu'on nette les acomptes à l'actif, eh bien, on n'a pas besoin de mentionner d'autres postes spécifiques. Si par contre, on avait eu les acomptes au passif, là, effectivement, on aurait dû le mentionner. Et enfin, la dernière ligne, ce sont les acomptes perçus pour le contrat à long terme. Alors, attention, c'est sur la totalité du contrat de construction et non seulement sur l'année en cours. Donc, il faut bien mentionner les 1500 et pas seulement les 1000, me semble-t-il. Voilà, les 500 reçus la première année et donc les 1000 reçus en plus la deuxième année. Il faut bien mentionner la totalité. On passe au problème C. Ici, on nous demande du côté du client. Donc, on quitte le prestataire, on va chez le client, on nous demande l'évaluation de ce contrat à long terme du côté du client pour le 31 décembre 2001. Donc, on est toujours cette deuxième année. Ce qu'il faut mentionner en évaluation, c'est les acomptes reçus, donc les 1500 dont on vient de parler. Compte acompte machine, c'est le cumulé des acomptes versés présentés à l'actif immobilisé. On aurait aussi pu utiliser un compte d'acompte sur immobilisation en cours parce que pour l'instant, l'immobilisation n'est pas achevée. Donc, on aurait pu utiliser un compte d'immobilisation en cours et à l'achèvement, rebasculer le montant en immobilisation corporelle. Problème 2, il s'agit de la RPC 20 sur la dépréciation des actifs. On est toujours avec Bosch, IBAC, Motorrad et son prestataire, mais
cette fois-ci quelques années plus tard. On est du côté du client. Et du côté du client, on nous dit que les perspectives sont nettement moins bonnes. Donc, on peut imaginer qu'il a immobilisé la ligne de production et qu'il a commencé à l'évaluer. Et quelques années plus tard, les perspectives sont nettement moins bonnes. Ça, il faut l'interpréter comme un signe de perte de valeur. Comme il y a un signe de perte de valeur, on va regarder s'il faut faire une dépréciation. S'il n'y avait pas eu de signe, étant donné que c'est une immobilisation corporelle, que ce soit des signes internes ou externes, on n'aurait rien fait, tout simplement. Alors, regardons notre ligne de production. Elle est composée de 4 machines. C'est ce qu'on appelle une UGT, une unité génératrice de trésorerie composée de 4 machines dont le flux de trésorerie qu'elle génère est indissociable les uns des autres. Donc, on va devoir l'évaluer comme si c'était une seule IMO. Et elle est évaluée à la valeur réalisable, c'est-à-dire le montant maximal entre la valeur nette de marché et le DCF, Discounted Cash Flow, aussi appelé valeur utile ou valeur d'usage. Il y avait une petite difficulté, c'était la valeur de liquidation de 200K et le reste était relativement standard. Problème A. Problème A, on va commencer par cette notion-ci. Est-ce que la valeur de la réalisation correspond à la valeur nette de marché de 1600? Alors, pour pouvoir y répondre, on doit calculer la valeur de réalisation. Donc, 1600, on sait que c'est la valeur qui est ici. On va calculer le discounted cash flow. Pour ma part, j'ai fait un petit tableau que je vais vous copier-coller. Ici, là, j'ai remis les années, ici en N. Donc, nous, on se situe au 31/12/2003, qui est en investissement considéré 0. C'est pour ça qu'on a un taux d'actualisation de 1. Et puis ensuite, on nous donne les cash flows sur les 4 années suivantes. On nous dit que ces cash flows de flux de trésorerie qu'on va encaisser sont de 500, et c'est 500-ci. Mais attention, petite difficulté, la dernière année, on encaisse les cash flows, mais étant donné qu'on va liquider l'immobilisation et qu'on va encaisser cette valeur de liquidation, il faut aussi rajouter les 200K de valeur de liquidation. Donc, les 700 sont composés de 500 plus 200. Bien entendu, ça, c'est si l'entreprise prévoit de réaliser, de récupérer cette valeur de liquidation. Ici, on ne nous donne pas d'autres indications, donc on peut supposer que oui. Ensuite, on calcule notre taux d'actualisation. On pouvait soit le calculer, soit aller directement à la fin. Vous aviez remarqué qu'il y avait les tables. Donc, vous savez que c'est 1 divisé par 1 plus le taux à la puissance de l'année. Ça nous donnait c'est aussi. On calculait le cash flow, la valeur actuelle. Ça nous donnait un montant précis de 1645,78, arrondi dans la solution à 1646. Et là, on peut donc calculer notre valeur réalisable, qui est le maximum entre 1600 et 1646. C'est donc 1646. Donc déjà, cette première notion, elle était erronée, on ne coche rien. Ensuite, on nous demandait si l'amortissement était de 440. Alors, on va le calculer. Pour calculer l'amortissement, on prend la valeur d'acquisition moins la valeur de liquidation, 2200, divisé par le nombre d'années de vie de l'immobilisation,
ça nous donnait 440. Donc, cette affirmation est correcte. Ensuite, pour les trois dernières, on avait le choix. Est-ce qu'il fallait faire une dépréciation de 314, de 360 ou de 441? Là, on est obligé de le calculer. Je vais vous donner les détails ici. Alors, on doit d'abord calculer la valeur nette comptable. Toujours avant de calculer une dépréciation, on calcule la VNC parce qu'on se situe en fin d'année, qui a eu de l'usure, donc on déduit d'abord les amortissements. 2400 moins 440, on a une VNC, valeur nette comptable, de 1960. 1960 moins la valeur réalisable qu'on vient de calculer, ça nous donnait une dépréciation de 314. On savait donc que c'était cette dépréciation-ci qui était correcte, 314. Je vais passer au B. B, on est l'année suivante. L'année suivante, donc au 31 décembre 2004, on nous dit qu'on a une valeur nette de marché de 1400 et puis des cash flows de 570 à partir de 2005 et on a toujours notre valeur de liquidation, ça s'est inchangé, de 200K. On va commencer par regarder cette affirmation, voir si elle est correcte. Est-ce qu'on a un amortissement de 412 ou de 440? Je vais vous donner le détail de calcul. On avait calculé une valeur réalisable de 1646 divisé par le nombre d'années restantes de vie de l'immobilisation, 4 années, ça nous donnait 412. Donc, c'était cette affirmation qui était correcte. Ensuite, je ne vais pas faire les choses dans l'ordre, tout simplement pour que vous me suiviez au niveau de mon raisonnement. On va calculer la valeur réalisable. Est-ce qu'elle est à 1400, c'est-à-dire la valeur nette de marché qu'on a ici, ou est-ce qu'elle est à 1511, qui est probablement le discounted cash flow? Je vais vous donner le détail pour le discounted cash flow. Un petit peu d'espace pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, on refait, c'est le même petit tableau que tout à l'heure. Là, j'ai tout fait dans une seule itération, mais c'est exactement le même processus. On prend notre cash flow de la première année qu'on vient actualiser, notre cash flow de la deuxième année qu'on vient actualiser, la troisième, et la troisième, faut pas oublier qu'on a aussi les 200K de valeur de liquidation, et le total nous donnait 1511. Donc, notre valeur réalisable étant la plus haute des deux, entre 1400 et 1511, c'est 1511. On pouvait donc dire que c'était cette affirmation-ci qui était correcte. Ensuite, je vais regarder au niveau de la dépréciation. Donc, on avait le choix pour la dépréciation 286 ou 277. Et ensuite, on devait se positionner si la reprise, enfin la dépréciation était entièrement reprise ou que partiellement reprise. Je vais vous partager mes petits calculs. On vient d'abord calculer la valeur nette comptable, la VNC. On sait que l'amortissement est de 412, on vient de le calculer. Donc, en partant de la valeur réalisable de 1646, ça nous donne une valeur nette comptable de 1234. Mais on sait que notre nouvelle valeur réalisable est de 1511. Donc 1511 moins 1234, la VNC dont on vient de calculer, ça nous donnait une reprise de 277. Et on doit toujours vérifier qu'on ne dépasse pas le plan d'amortissement initial.
c'est ce qu'on essayait de demander ici. Est-ce qu'on la reprend partiellement ou totalement, cette reprise? Pour ce faire, je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Je vais essayer d'agrandir un peu. OK. Donc, quand on fait une reprise, on peut faire une reprise jusqu'à hauteur maximale de la ligne rouge, mais en aucun cas on peut la dépasser. Ça s'appellerait une appréciation. Si je repars du début, j'ai une valeur d'acquisition de 2400. Je l'amortis une première fois, moins 440, 1960. Je l'amortis la deuxième année, 1960 moins 440, 1520. Cette deuxième année, c'est ici qu'on se situe. La première année, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé une dépréciation, donc sur une valeur réalisable de 1646, ce qui signifie qu'on est parti sur un deuxième axe d'amortissement qui arrive lui aussi à zéro. 1646, on l'a amorti sur les 4 années restantes, moins 412. On avait donc une VNC de 1234. Ici, je reprends que 277, pardon, et en arrivant à ces 277, je me situe à 1511, qui est ma valeur réalisable. J'aurais pu reprendre jusqu'à 286 pour arriver au maximum à 1520. C'est une reprise. Par contre, j'aurais pas pu reprendre plus que 286 parce que ça aurait été une appréciation et ça, c'est intéressant. Problème 3. Problème 3, il y avait différentes choses. On commençait par la RPC 1 sur les principes et on nous demandait si notre cher client pouvait appliquer uniquement les RPC fondamentales ou devait appliquer la totalité des RPC. Pour répondre à cette question, je vais vous copier le paragraphe en question de la RPC. Donc, il s'agit de la RPC 1, paragraphe 2, où on nous dit que le référentiel refermant la totalité des RPC doit être respecté dans son intégralité si les entités qui, au cours de 2 exercices successifs, ne dépassent pas 2 des critères. Les critères sont ici, donc vous pouvez facilement regarder. On avait ce critère-ci qui était dépassé. Je vais le mettre en jaune. Et puis la dernière année, en 2004, on avait carrément tous les critères qui étaient dépassés. Alors, si on suit strictement, effectivement, le client n'a pas l'obligation d'appliquer la totalité du référentiel. Il peut tout à fait rester au RPC fondamental. Après, d'un point de vue professionnel, si en 2004, il dépasse les 3 critères, il est fort probable qu'en 2005, ce soit le cas et que donc en 2005, ils doivent réellement appliquer la totalité du référentiel. Mais pour l'instant, il pouvait rester au RPC fondamental. On passe à la RPC 16. La RPC 16 traite des engagements de prévoyance. On nous expliquait que cette année, on avait versé 120 K aux réserves de cotisation de l'employeur. RPC, c'est un actif et que en CO, on les avait enregistrés en charge. Alors, pour qu'on puisse suivre ensemble le raisonnement, je vais vous copier les écritures qu'on aurait passées en CO, qui n'étaient pas demandées. Donc, en CO, on a passé charge de personnel à banque pour 120 K. Ensuite, on nous informe qu'il existe une provision de 140 K. Pourquoi? Parce que notre caisse de pension est en découvert. Je vais vous donner l'écriture qu'on a passée en CO, qui n'est pas demandée. Ce sera plus facile pour comprendre la suite. Donc, en CO, on a passé charge de personnel à
provision, ou si on veut vraiment tout le nom, provision pour engagement de prévoyance, pour 140K. En RPC, on aurait fait exactement la même écriture, et c'est le paragraphe 3 de la RPC 16 qui nous le dit. La seule différence, c'est que ça aurait été en engagement long terme. Donc ici, dans ce que j'ai surligné, on nous explique qu'il faut que ce soit la réalité, donc le vrai découvert de notre caisse de pension, et que ensuite cet engagement s'inscrit au bilan et se fait tous les engagements long terme. Mais même écriture au niveau du CO et des RPC. Ensuite, on nous explique ici que nous, on a effectué une renonciation à hauteur de 100K à utiliser la RCE, mais que au niveau du CO, on n'a rien comptabilisé. Alors effectivement, au niveau du CO, la RCE n'apparaît pas dans les actifs, n'apparaît pas au bilan. Ça reste un élément qui est extra-comptable. Donc, correct de ne rien comptabiliser au niveau de l'actif, vu que le poste n'existe pas. Par contre, rappelez-vous, on a comptabilisé une provision parce que notre caisse de pension, elle est en déficit. Et de ce fait, si on lui fait un cadeau, on renonce à 100K d'utilisation de la RCE, eh bien, ce déficit va être amoindri, diminué, et donc, il aurait quand même fallu en CO comptabiliser la diminution de la provision. Et ensuite, donc on passait finalement à l'exercice, on nous demandait de comptabiliser les écritures nécessaires de la transition du CO vers les RPC, et on nous indiquait aussi un taux d'impôt différé de 20%. La première écriture, il s'agit du versement à la RCE, on vient neutraliser les charges de personnel de 120K. Je vais vous donner les deux écritures qu'on a passées. Donc en CO, on a passé charge de personnel à banque. En RPC, on aurait passé, ça n'a pas été comptabilisé, mais on aurait passé actif RCE à banque. Donc on vient débiter la RCE et neutraliser les charges de personnel du CO. Ensuite, la deuxième écriture, c'est notre renonciation de 100K à la RCE. On vient diminuer notre provision parce qu'on ne doit plus, on ne va pas utiliser cet argent et donc le déficit de notre caisse de pension va être diminué, et comme on renonce à l'utilisation de notre RCE, on vient créditer l'actif. Ceci, pour votre information, mais ce n'était pas demandé, ça vient de la RPC 16, paragraphe 4. RPC 16, paragraphe 4, qui nous dit que la partie du découvert qui est déjà prise en considération par une correction de valeur, donc notre provision, de la réserve de cotisation de l'employeur dans le bilan de l'organisation, ne doit plus être imputée comme engagement économique résultant d'un découvert. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu diminuer notre provision. Et puis ensuite, il y avait l'impôt différé passif. On prenait nos 120 multiplié par 20%, ça nous donnait nos 24 d'IDP. Le dernier petit exercice, la RPC 28 sur les subventions publiques. On nous expliquait qu'on avait acheté un terrain au prix de 800K, mais qu'en réalité, la valeur de marché était de 1700. La différence entre 800 et 1700 est de 900, et c'est cette différence
qui est une subvention du canton qu'on va devoir rembourser. Et puis, on nous disait que la même année, on avait construit un immeuble qui sera amorti sur 50 ans, mais que la date de mise en exploitation était l'année prochaine, pour un montant de 3 millions. Ensuite, on nous donnait ici les différentes écritures. Donc, on a le prix d'achat du terrain à banque pour 800K, c'est ce qu'on a payé. Ensuite, ici, on a les 900K, la différence, qui est la subvention qu'on va devoir rembourser un jour. C'est la méthode brute. Et enfin, immeuble à banque pour les 3 millions de coûts de construction. Personnellement, j'aurais mis immeuble en cours et pas immeuble terminé parce qu'on nous dit que la mise en exploitation se fait l'année prochaine. Ensuite, on nous demande, à la fin 2002, le canton exerce son droit et exige le paiement de 300K. Ce remboursement doit être effectué le 30 juin 2003, donc d'ici 6 mois. Passer les écritures de clôture 2002. La première chose qu'on doit faire, c'est bien sûr l'amortissement du terrain. Donc, 3 millions divisé par 50 ans, 60. Et puis, pour la part qu'on va devoir rembourser, on est obligé de le reclasser des passifs de régularisation à autre engagement et à court terme. Pourquoi? Parce que c'est dans les 6 mois. Et ceci, c'est un paragraphe de la RPC 28 qui nous le dit, c'est le paragraphe 21, qui nous dit que le montant de remboursement est transféré du compte de régularisation passif vers les autres dettes. Et là, étant donné que ça a moins de 6 mois, autres dettes à court terme pour 300. Et je suis arrivée à la fin de la correction.